minus 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. Ça reflétait la lumière, c'était vraiment énorme. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. We have not been hiding anything. Dans ce dossier, je doute de tout. C'est comme s'il venait nous voir. L'inexpliqué est toujours là. Depuis 70 ans, on signale partout sur notre planète des lueurs étranges dans le ciel. Dans les années 40, on les appelait soucoupes volantes. Aujourd'hui, les soucoupes sont devenues des ovnis, des objets volants non identifiés. Prototypes secrets, méprises, phénomènes météorologiques inexplicables ou encore visiteurs venus d'ailleurs, préparez-vous à vivre un voyage surprenant dans un monde inconnu. Entre mystère et secret, la fascinante histoire des ovnis. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. J'ai peur maintenant, je vois les hommes sur la route. 5e épisode, Missing Time. Les enlèvements de témoins par des extraterrestres. Avec dans les rôles principaux, Marie-Thérèse de Brosse, grand reporter qui a enquêté sur des centaines de cas d'enlèvement. Les premiers récits des enlèvements, régulièrement, les enlevés faisaient des voyages interplanétaires. Travis Walton, un bûcheron qui s'est fait enlever devant 5 de ses collègues dans le Montana. J'ai été frappé par un puissant rayon d'énergie. Et Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Là, c'est du lourd, on va dire. Plus tout à fait, j'ai vu une lumière dans le ciel. Moi, c'est Frank Taylor, lieutenant aéronaval des États-Unis. Matricule 064122. Bienvenue au pays. Vous êtes maintenant parmi vos compatriotes. À la fin de son film Rencontre du troisième type, sorti en 1978, Steven Spielberg fait revenir sur Terre des personnes qui ont été enlevées par des extraterrestres, des abductés dans le langage ufologique. Le film colle parfaitement à la littérature consacrée aux ovnis. Les enlèvements, les abductions, pour utiliser le terme précis, vont générer de plus en plus de témoignages en ufologie à partir des années 60. Je sais qu'il y a des cas qui sont incompréhensibles. Jean-Claude Bourret, grand reporter et passionné d'ovnis. D'ailleurs, j'avais publié dans un de mes livres, je me souviens, j'avais fait appel à un journaliste de l'agence France-Presse, c'était au Chili. C'était un chef de patrouille, il était sergent ou sergent-chef, je me souviens plus exactement. Il avait 5 ou 6 soldats avec lui, il était à la frontière du Chili. Et il avait comme mission de vérifier qu'il n'y avait pas des trafiquants d'armes ou de drogue qui passaient par la frontière. Et puis un soir, ils ont vu arriver des boules lumineuses, ils ont cru que c'était les phares de camions de trafiquants. Donc ils se sont mis en position d'interception. Et puis ils se sont rendus compte que c'était pas du tout des camions, que c'était des boules lumineuses qui volaient à quelques mètres du sol et qui s'approchaient d'eux. Donc lui, il s'est approché des boules. Et là, ces soldats l'ont vu disparaître devant leurs yeux. Et donc, ils ont été absolument stupéfaits parce qu'ils n'ont pas du tout compris ce qui se passait. Les boules sont reparties sans bruit. Et ils étaient tellement désarçonnés, les soldats, qu'ils se demandaient ce qu'il fallait faire. C'était en pleine nuit. Ils ont dit, bon, demain matin, on ira donner l'alerte. Et puis, finalement, voilà que le sergent-chef réapparaît 1 heure après. Il a une barbe de plusieurs jours, alors que quand il a disparu 1 heure avant, il était parfaitement rasé. Sa montre s'est arrêtée 2 jours après. Enfin, des constatations absolument invraisemblables. Et une histoire tellement incroyable que donc j'ai faire une enquête par l'agence France-Presse là-dessus, qui m'a envoyé le résultat de cette enquête et que j'ai publié. Et on n'a toujours pas d'explication aujourd'hui. Et le sous-officier de carrière a été tellement bouleversé qu'il a quitté l'armée. Parce que ça lui a posé un problème philosophique, psychologique et même professionnel. Ce cas d'enlèvement comporte les caractéristiques classiques d'une abduction. Marie-Thérèse de Brosse a quitté son poste de grand reporter à Paris Match pour pouvoir étudier pendant plusieurs années sérieusement ces histoires de rapt extraterrestres. Elle a minutieusement retranscrit le fruit de ses recherches dans son livre « Enquête sur les enlèvements extraterrestres ». Quel est, si vous voulez, le schéma de base de ce qu'on appelle un enlèvement? Un enlèvement, c'est un kidnapping. Vous êtes ôté de votre réalité habituelle.
Vous avez un sujet, je prends un cas archétypal, qui est dans sa voiture, il roule, et puis d'un seul coup, sa voiture s'arrête, il se retrouve dans sa voiture, mais sa voiture n'est pas à l'endroit où elle s'était arrêtée, et quand il regarde sa montre, il s'aperçoit que 2 ou 3 heures de son temps ont disparu. C'est ce qu'on appelle le missing time. Il n'a aucun souvenir, c'est-à-dire qu'il y a un épisode amnésique. En ufologie, on a, avec les enlèvements, des épisodes de temps manquant. Jean-Marc Wattecan, professeur de sciences et ufologue. Les témoins, à un moment donné, constatent qu'ils ont dans leur parcours, c'est souvent en chemin, ils arrivent beaucoup plus tard que ce qui devrait arriver à la fin du parcours, à leur domicile par exemple, et il leur manque une partie du temps. Et c'est souvent corrélé à des observations visuelles, mais pas toujours. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là ? Il n'a pas pu conduire, il n'a pas eu d'accident, même quand on conduit quelquefois en pilotage automatique, ça nous arrive tous. C'est pas possible. Pourquoi ces heures ont disparu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? S'il y avait 1 ou 2 cas comme ça, ce serait pas grave. Mais les cas s'accumulaient à tel point que les organisations, les groupes ufologiques étaient submergés de cas. Vous avez rencontré combien de personnes qui se prétendaient enlevées ? Écoutez, quand mon bouquin est sorti, j'en avais rencontré à peu près 400. Depuis l'apparition de mon livre, alors là, c'est devenu un véritable enfer parce que je reçois beaucoup de coups de téléphone. Enfin, ça s'est calmé maintenant, mais quand mon livre est sorti, c'était effroyable. J'ai dû rencontrer 600 enlevés, entre guillemets, mais il faut bien vous dire que il ne faut pas être frivole, vous comprenez, dans ce dossier-là. Nous parlons que des gens de bonne foi. Il y a des mythomanes partout. Il y a des affubulateurs. Il y a des gens qui, même s'ils sont de bonne foi, se laissent abuser par toutes sortes de choses. Mais lorsque des gens croient avoir vécu ces phénomènes-là, c'est assez terrifiant pour eux. C'est assez terrifiant parce que, d'abord, ils ne peuvent pas en parler. Maintenant, c'est un sujet qui commence à être connu. Mais quand j'ai commencé à travailler ces sujets, c'était totalement inconnu. Il y a le début des histoires d'enlèvement qui intervient aux États-Unis en 1965. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Quand un journaliste révèle qu'un couple d'Américains pense avoir été enlevés à bord d'une soucoupe volante. Et qu'ils auraient révélé cette histoire sous hypnose. Et ça, c'est une histoire qui va faire énormément de bruit. Au milieu des années 60, il y a un livre qui va être publié, qui va devenir un best-seller. Et c'est l'affaire Betty et Barney Hill, qui est un cas classique de l'histoire des ovnis, qui va amener cette idée que non seulement il y a des objets, des machines qui nous survolent, qui peuvent se poser, mais qui pourraient même aller jusqu'à enlever des gens. Et là, évidemment, il n'y a plus aucune limite au phénomène et ça devient assez angoissant. Surtout que le témoignage qui est livré par Betty et Barney Hill est très angoissant en lui-même. C'est-à-dire que le récit qu'ils font est glaçant. Il y a des hommes sur la route. Je n'ai jamais eu si peur. Jamais j'ai eu une peur pareille. Parlez-moi de ces hommes. Tout va bien, vous êtes en sécurité. Décrivez-moi ces hommes. Parlez-moi de ces hommes sur la route. Tout va très bien. Parlez, nous vous écoutons. Je n'ai pas le droit de m'en souvenir et d'en parler. L'enlèvement de Betty et Barney Hill, c'est le cas fondateur, le cas le plus connu, tellement connu qu'un film lui a été entièrement consacré. Il s'agit de La Nuit des extraterrestres, réalisé par Richard Collat. Le film est tout à fait fidèle aux événements dérangeants vécus par le couple Hill la nuit du 19 septembre 1961. Alors je vous résume, si vous voulez, très rapidement l'affaire. Marie-Thérèse de Brosse, grand reporter, spécialiste des enlèvements. Alors Betty et Barney Hill, c'est un couple, lui est noir, elle est blanche. Ils sont en voiture, ils partent de Montréal et ils sont sur la route et ils traversent le New Hampshire. Et pendant leur trajet, ils voient quelque chose de bizarre dans le ciel. Pas qu'on ne parlait pas d'OVNI comme on en parle maintenant.
Barnet qui conduisait gare sa voiture. Sur le bas-côté, il est très intéressé. Et l'OVNI s'approche, reste immobile. Et à la stupéfaction et à la fureur de sa femme, Barnet s'empare d'une paire de jumelles pour regarder mieux l'objet et part à la rencontre de l'objet. Et Betty, terrifiée, essaye de l'appeler pour le faire revenir. Et Barnet court vers l'objet. Il s'arrête. C'est assez courageux, le gars. Hein. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Il prend ses jumelles, son machin, et puis il s'approche du vaisseau spatial. Et puis là, il voit quelqu'un à travers les hublots de l'appareil. Et il a peur. Il s'enfuit. Il remonte dans sa voiture. Ils partent. Et puis, ils ont une espèce de blanc. Mais je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Rien ne vous empêche plus de vous souvenir. Et lorsqu'ils se reprennent conscience, 2 heures s'étaient écoulées. Ils avaient l'impression qu'ils avaient dormi 2 minutes. Une grande distance avait été faite. Et ils ne se souviennent de rien. Ils rentrent chez eux très perturbés. Ils se disent, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 heures? Personne n'en sait rien. Et à partir de ce moment-là, ils vont commencer par faire des cauchemars, à se sentir mal, et tellement mal, qu'ils vont voir un médecin. Les spécialistes diagnostiquent chez Betty et Barnet un stress post-traumatique. Mais causé par quoi? La clé du mystère doit certainement être enfouie dans leurs souvenirs oubliés de cette étrange soirée. Hélas, les Hill sont confrontés à un voile blanc. C'est l'amnésie. Pour déchirer ce voile et guérir de ce stress, ils consultent le docteur Benjamin Simon, un psychiatre réputé et spécialisé en hypnothérapie. À partir du 14 décembre 1963, Betty et Barnet vont commencer des séances d'hypnose pour tenter de ramener à un niveau conscient leurs souvenirs du traumatisme. Le docteur Simon, non seulement a la bonne idée de les hypnotiser, Marie-Thérèse de Brosse, mais il a l'idée intelligente de les hypnotiser tous les deux séparément, leur faire faire ce qu'on appelle une régression hypnotique. Et tous les deux, sous hypnose, vont accoucher du même récit qu'ils n'avaient jamais évoqué entre eux pour la bonne raison qu'ils ne s'en souvenaient pas. C'est l'hypnose qui a fait ressurgir ces souvenirs. C'est la première fois qu'on va utiliser la régression hypnotique. Fabrice Canepa. Et l'idée de Benjamin Simon, là, leur psychiatre, c'est thérapeutique. Il voit des gens qui sont en état de stress monstrueux, une femme qui fait des cauchemars, qui est pas bien. Ben, il veut essayer de la calmer et de la ramener à un état de tranquillité. Et voilà, quoi, de reprendre une vie normale, en fait. Parce que ça, vraiment, c'est l'enfer. Hein, c'est bien l'enfer. Elle fait des cauchemars tout le temps et tout. Donc, lui, il est dans une vision thérapeutique. Il n'a absolument pas l'idée que ce qu'il raconte à travers leur témoignage sous hypnose soit justement un témoignage. Pour lui, c'est une transcription de choses intérieures, probablement d'angoisses refoulées. C'est quelque chose qui va donner corps à toutes ces angoisses, mais c'est pas forcément pour autant que c'est vrai. Il n'y a pas cette notion de véracité. Alors nous arrivons dans une clairière. Et je voudrais qu'il fasse plus clair pour pouvoir décrire. Il y a une rampe jusqu'à la porte. Et l'objet repose à même le sol, comme si la lune s'y était posée. Donc, l'objet reposait sur le sol. Oui, je crois que c'est le même que nous regardions dans le ciel. Et que j'avais pris d'abord pour la lune. Le récit des Hill sous hypnose fait froid dans le dos. Chacun explique que les occupants de l'OVNI les ont fait sortir de leur voiture pour les faire monter dans le vaisseau spatial. Et là, on leur fait passer un examen médical traumatisant.
His hands are gone. Give me his hands. I gotta get away. Oh. Betty. Yeah, we gotta get away, Betty. All right. Oh. Betty. Yeah, we gotta get away, Betty. All right. Calm down. I'm driving. I gotta get away. Quand on réécoute les enregistrements de leur régression hypnotique, parce que ça a duré quand même des mois, hein, ça s'est pas fait en une seule fois, c'est assez flippant, parce que par moments, on les entend vraiment hurler, ils ont vraiment peur. Alors... écoutez, je peux vous dire que moi, j'ai assisté à des régressions sous hypnose. C'est épouvantable parfois. Des gens qui ne se souviennent de rien dans leur état normal se recroquevillent de terreur, supplient, etc. C'est très, très, très impressionnant. Alors, il y a un détail qu'on a appris beaucoup plus tard. Tout ce dossier est toujours à tiroir. Il y a un journaliste qui a écrit un très bon livre, John Fuller, sur le cas de Betty et Barney Hill, qui s'appelle « Le voyage interrompu ». Bon, son bouquin sort, je ne sais plus dans quelle année, mais c'est des années après qu'on va apprendre des détails que Fuller connaissait, mais qui n'a pas osé par pudeur mentionner dans son livre. On a fait subir à Barney un prélèvement de sperme. Et quand vous étudiez le dossier des enlèvements, c'est sans arrêt prélèvement d'ovules, prélèvement de sperme, insémination. C'est ce que j'appelle le scénario sado-sexogénétique. Les entre guillemets aliens explorent le corps de leurs enlevés en s'intéressant particulièrement aux organes de reproduction. Curieusement, ils ne s'intéressent absolument pas, on n'a pas un seul cas, un examen du cœur. Le cœur est pour nous considéré comme un organe essentiel. Ben non, visiblement ça ne les intéresse pas. Mais ce qui est très drôle, c'est que quand même, Betty se souvient très bien d'un examen gynécologique qu'on lui a fait et qui correspondait à une technique qui n'a été inventée que 15 ans plus tard. Le dossier est très 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 tordu par quelques boucles vous regardez. Je vois que le docteur prend une longue aiguille. Une longue aiguille. N'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Continuez. Là, vous voulez dire qu'en fait, à un moment donné, un des êtres qui les ont capturés veut lui rentrer une énorme aiguille dans le ventre, c'est ça? C'est ça, oui. Et donc, en gros, on pourrait se dire que ça correspond à une sorte d'amniosynthèse, mais qui, effectivement, sur Terre, n'a été inventée que des années après. C'est ça qui est dérangeant, hein? Après, je pense que c'est un cas complexe. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Donc c'est intéressant, parce que là, c'était du lourd, on va dire. Plus tout à fait, j'ai vu une lumière dans le ciel. Donc il y a un cas, il y a une question de toute évidence au début de témoignages OVNI, puisqu'ils voient cette lumière, etc. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent, ils la voient descendre, etc. Il y a une rencontre, selon qu'il a vu ou pas vu quelqu'un à travers le hublot, il y a une rencontre en tout cas avec l'objet ou peut-être même un de ses occupants, en tout cas à travers la vitre. Il y a des choses qui apparaissent, qui sont intéressantes, parce qu'on va les retrouver après beaucoup. Cette notion du temps un peu disparu. Et puis, il y a aussi autre chose, alors qu'il faut séparer, à mon avis, mais parce que quand on étudie la chose de façon un peu rationnelle, il faut vraiment séparer ça. Il y a une expérience de régression où, à travers l'hypnose, on va essayer de leur faire se rappeler des choses. Voilà. Et je dis c'est différent parce que là, pour le coup, on n'est plus dans un témoignage, on est dans de l'hypnose. Il y a plein de possibilités. On va commencer par la première, c'est ça leur est vraiment arrivé, ils ont vraiment vu la chose et donc ils ont évidemment du coup des souvenirs qui sont similaires. Hypothèse numéro 1. Hypothèse numéro 2, vous êtes le mari d'une femme qui n'arrive pas à dormir, qui fait des cauchemars toutes les nuits, que ça angoisse, que ça terrifie, etc. Vous avez de fortes chances quand même de lui demander de quoi elle a rêvé.
Donc bref, en tout cas, le mari, il a pu entendre parler des rêves de sa femme et du coup, par empathie, finalement, se les réapproprier, c'est possible. Bon, ça paraît pas complètement délirant. Car toute la question est là. Betty et Barney Hill sont sincères. Mais racontent-ils un événement réel sous hypnose ou fabriquent-ils une sorte de fantasme qu'ils croient être véritablement arrivé? Mon point de vue de médecin est que leur traitement a donné satisfaction. Le but primordial, la pénétration de leur amnésie pour les délivrer de leurs angoisses, a été atteint. La question de savoir si leur traumatisme a une cause réelle ou fantaisiste reste posée. Un détail pourtant, raconté sous hypnose par Betty Hill, laisse perplexe. Alors qu'elle était à bord de l'OVNI, le chef de ses ravisseurs lui aurait montré une carte étrange. C'est très drôle parce que nous sommes dans la technologie d'un OVNI qui, soi-disant, beaucoup plus avancée que nous au point de vue technologique. Marie-Thérèse de Brosse. Il sort une carte en parchemin, leur montre une carte du ciel et dit à Betty, montre-moi où est la Terre. Alors Betty regarde la carte du ciel, dit, je sais pas. Et le capitaine du vaisseau lui répond, écoute, si tu sais pas où est ta planète, ça servira à rien que je te dise d'où nous venons. Tu sais pas ce que c'est pas ton domaine. Elle insiste, le capitaine veut lui donner la carte, et détail complètement loufoque, mais tout est toujours loufoque dans ces affaires-là, ce sont les membres de l'équipage qui refusent. Et donc Betty n'a pas le droit d'avoir sa carte. Mais le docteur Simon, qui a oublié d'être un imbécile, a l'idée de demander à Betty, est-ce que tu te souviens de cette carte? Oh, très bien, tu pourrais la dessiner. Ben, je vais essayer. Et elle dessine une carte du ciel, et en disant, en montrant, elle montre la Terre, elle montre une planète, et en disant, ça c'est les états réticulis d'où ils viennent. La carte, évidemment, a été soumise à des astronomes qui l'ont observée, et qui ont dit, c'est du pipeau, ça ne ressemble strictement à rien. Il y a des points dans le ciel, des traits qui unissent les points, ça ne correspond absolument à rien. Le dossier est mis de côté jusqu'au jour où, c'est ça ce qui est très amusant dans le dossier des enlèvements, c'est qu'on n'arrête pas de revenir sur les anciens sujets et on retrouve des clés au fur et à mesure. Et il y a un professeur qui s'appelle Marjorie Fish qui a une très bonne idée. Elle est professeure d'astronomie. Elle a l'idée de demander à ses élèves de réaliser en 3 dimensions une carte de l'espace, de la Terre, où on voit la Terre, les états réticulis, etc. Et là, on s'aperçoit de quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous autres humains, nous sommes habitués à regarder des cartes du ciel qui sont dessinées ou photographiées de la Terre. Mais il est bien évident que si vous faites la même carte du ciel et que vous êtes sur Jupiter ou sur une autre planète, la carte du ciel ne va pas être la même, même si vous avez les mêmes corps célestes. Les positions, les rapports vont être différents. C'est grâce à cette modélisation en 3D faite par ses élèves qu'on a eu la solution et que la carte de Betty correspond effectivement à quelque chose, mais pas vu de la planète Terre. Ce qui est quand même assez dérangeant. Mais ça, cette vérification n'est arrivée qu'une quinzaine d'années après. Hein. Un journaliste écrira un livre sur l'histoire des Hill, intitulé Le Voyage interrompu. Le succès sera considérable. Il y aura un livre qui sera écrit par John Fuller, qui s'appelle Interrupted Journey. Le voyage interrompu, et puis tout ça sera adapté en téléfilm. Et ça rentrera à la fois dans l'histoire de l'ufologie, puis dans l'imaginaire du coup collectif, puisque il y a un livre, il y a un film, donc tout le monde peut s'en inspirer, s'en saisir, et voilà. C'est un moment clé de l'histoire de l'enlèvement extraterrestre. On va dire ça comme ça. De l'enlèvement, de l'idée qu'il y a des rencontres du 3e type où les gens sont enlevés. C'est un cas, est-ce qu'il est, vous disiez tout à l'heure, vous utilisiez le terme archétypal. Est-ce qu'effectivement après,
Tous les autres enlèvements oui. vont se dérouler plus ou moins de la même manière, avec des détails différents. Marie-Thérèse de Brosse. Oui, pratiquement, parce que... Alors, il faut dire que au début, les gens étaient enlevés dans la nature. Ils étaient sur leur bateau, ils étaient dans leur automobile, ils étaient dans un champ, sur leur tracteur, etc. Et peu à peu, ils se sont fait enlever dans leur chambre à coucher, puisqu'on parle même de bedroom visiteurs, des visiteurs de la chambre à coucher. Alors, ce qu'il y a d'archétypal dans le cas des Hill et qu'on retrouve dans tous les cas, c'est un changement de l'environnement. Les moteurs de voiture s'arrêtent. Alors, cela dit, je vous précise que dans toutes sortes de cas d'observation ovni où il n'y a pas d'enlèvement, le moteur des témoins cale. Il y a une action électromagnétique sur le moteur. Autre phénomène archétypal, c'est ce qu'on appelle le missing time. C'est-à-dire qu'il y a un trou dans l'emploi du temps, qui est en général de 2 heures, qui peut être d'un quart d'heure. Et je connais un cas où le missing time a été de 2 jours. Les souvenirs sont bloqués. Alors, ils sont bloqués de 2 façons. Soit il n'y a aucun souvenir du tout, on verra comment après l'hypnose pourra les débloquer, où il y a des bribes de souvenirs. Et dans ces bribes de souvenirs, il y a toujours un petit être qui leur dit, de toute façon, tu ne te souviendras de rien. Ensuite, autre phénomène archétypal, les répercussions. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement, on n'est plus le même. On n'est plus le même de 2 façons. Soit on a des marques sur le corps qui sont complètement inexplicables. Ce qu'on appelle souvent les scoop marks, ce sont des cicatrices, comme un petit trou fait par une coupelle, des cicatrices qui passent plus ou moins vite, soit des marques beaucoup plus graves, qui n'ont aucune justification. Autre phénomène archétypal, alors, non seulement les marques physiques, mais les troubles, c'est-à-dire peur, insomnie, et on voit se déclencher toutes sortes de phobies. Et parfois, les abductés n'ont même pas conscience qu'ils ont été enlevés. Leurs souvenirs peuvent rester bloqués très longtemps, pendant de longues années, puis refaire surface grâce à un stimulus inattendu. On a un cas en Belgique en 1954. Jean-Marc Wattecan, professeur de sciences et ufologue. C'est une famille, en fait c'est à Attu. Il y a juste la maman et 2 enfants en bas âge. Et ils ont l'habitude de faire une petite promenade dans la forêt autour d'Attu. Et donc il est environ 19h, ils vont faire leur balade. Et puis ils reviennent à la maison et le mari dit « Mais t'as vu l'heure? Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Normalement la balade dure 1 heure et ils ont duré beaucoup plus. » Elle ne trouve aucune explication et ça passe. Elle ne se préoccupe pas, ou il ne se préoccupe pas davantage de cette histoire. Mesdames, Messieurs, avec l'immense espoir que je viens de vous exprimer, je déclare ouverte l'exposition universelle de Bruxelles 1958. La famille va à l'Expo 58, donc 4 ans plus tard. Et lors de l'Expo, ils voient atterrir un hélicoptère. Et un des enfants, qui avant était en bas âge, dit tout d'un coup à sa maman, « C'est pas ça qu'on a vu, hein, maman ?» Et la maman tic en disant, « Mais non, c'est pas ça qu'on a vu. » Et à ce moment-là, une série de souvenirs de cette balade revient. Et se mettent progressivement en place. Et elle décrit effectivement une rencontre rapprochée de 3e type. Ils ont vu de l'autre côté de la rivière, c'est une promenade le long de la rivière dans la forêt, un objet qui était posé au sol avec à nouveau des êtres à proximité, que ces êtres ont détourné son attention pendant que d'autres s'approchaient, puis elle n'a plus de souvenir de ce qui s'est passé, mais elle se souvient d'être sortie et de voir l'engin s'éloigner, décoller et s'éloigner.
Comment prouver la réalité d'événements aussi incroyables que des enlèvements extraterrestres? C'est impossible, puisque dans la plupart des cas, on doit se contenter de régressions hypnotiques. Or, on l'a vu, ces régressions ne constituent pas une preuve. Même si le témoin est sincère, on ne peut pas être sûr qu'il raconte une expérience vécue. C'est connu que l'hypnose peut libérer ces phénomènes enfouis, mais le grand tort de notre époque, c'est que les gens qui manipulent l'hypnose semblent ne pas savoir ce que c'est, semblent ne pas connaître les mécanismes de la mémoire. Le cerveau n'est pas une boîte à outils. Vous ne rangez pas vos souvenirs dans votre cerveau comme vous rangez vos trombones dans une boîte. Bon. Et il suffirait d'ouvrir la boîte pour sortir tous les trombones. Eh ben non. Il ne suffit pas d'utiliser l'hypnose pour sortir tels quels tous les souvenirs, parce que les souvenirs n'existent pas en tant que tels. Les souvenirs, ce sont des reconstitutions. C'est pourquoi le phénomène des témoignages est tellement difficile. Vous interprétez vos souvenirs en fonction de votre contexte, de votre culture. En 1975, soit 15 ans après l'enlèvement des Hill, bon nombre d'ufologues pensent enfin tenir le cas qui va prouver que les abductions sont des phénomènes réels. Le 5 novembre, un bûcheron nommé Travis Walton se fait enlever à White Mountains, en Arizona. Mais cette fois, il y a des témoins. En effet, un ovni le frappe avec un rayon avant de le faire disparaître sous les yeux effarés de 6 de ses compagnons. Travis! Travis! Mais t'es dingue ou quoi? Qu'est-ce que tu fous? Remonte dans le camion, t'es con! Eh, qu'est-ce que c'est? Eh, mais c'est quoi ce truc? Mon Dieu! Travis, reste pas là! Laisse-le là, ce connard, il est complètement cinglé! Reviens! Reviens, Travis! Travis! My name is Travis Walton. Je m'appelle Travis Walton. J'ai eu une expérience avec un ovni en novembre 1975. Je travaillais avec une équipe de bûcherons composée de 7 hommes. Et en rentrant du boulot le soir, on a vu un objet brillant qui planait dans les bois. Je suis sorti du camion pour mieux voir. Et j'étais frappé par un puissant rayon d'énergie. Mon équipe a cru que ça m'avait tué, tellement c'était puissant. Ils ont eu peur et se sont enfuis. Quand ils ont repris leurs esprits, ils sont revenus et ont pu voir le vaisseau partir. Saw the craft leaving. Cette interview de l'abducté le plus célèbre de la planète a été réalisée par Dominique Filol, l'auteur du documentaire OVNI, affaire d'État. Pourtant, il a choisi de ne pas l'intégrer dans le montage final de son film. Je l'ai pas mis dans... J'ai pas parlé d'abduction dans mon film parce que pour moi c'est un sujet à part entière. C'est toujours un sujet qui est aussi encore un petit peu délicat, controversé. Je veux dire, on en est à peine là aujourd'hui à admettre l'existence d'objets volants non identifiés, ou de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Maintenant, les histoires d'abduction, ça reste, encore une fois, je vous dis, plus controversé. On rentre dans un pan lié à la conscience également, qui est beaucoup plus difficile à expliquer, parce qu'il semblerait, par exemple, qu'il y a des cas, parfois, d'abduction, donc qui semble jouer avec la réalité du témoin. Je crois que cette expérience a eu un effet positif sur moi.
determined to defend the reality of this phenomenon. Ça m'a convaincu de défendre la réalité de ce phénomène. False claims that were made against Il it. faut éduquer le public. Il faut le préparer à plus de contacts directs avec des extraterrestres. And get them ready for more open contact with extraterrestrials. I think that that's our destiny. Our future is. Je crois que c'est notre destinée, notre futur. Contact with aliens, and I think Il y aura plus de contacts avec des aliens et on doit être prêt pour ça, psychologically prepared. prêt psychologiquement. So I see that as my role to be. C'est mon rôle d'expliquer ce qui s'est passé. What happened. Il est spécial, Travis Walton. Il a quelque chose dans son regard. Il a une espèce de force neutre. On a vraiment à son contact. J'ai vraiment eu l'impression qu'il a vécu quelque chose. Je l'ai cherché dans la forêt et il n'était pas là. Il n'y avait rien. Ils ont dû l'emmener. En gros, vous voudriez me faire croire qu'une soucoupe volante aurait atterri et serait repartie quelques secondes après avec votre ami. Dans l'espace. C'est la vérité, monsieur. C'est exactement ce qui s'est passé. Travis Walton a raconté son enlèvement dans son livre Fire in the Sky, dont Hollywood fera un film du même nom, réalisé par Robert Lieberman. Quand mes collègues ont tout raconté, les policiers ont pensé qu'il y avait eu une bagarre et que j'avais été tué par un membre de l'équipe. Mes amis avaient inventé cette histoire pour masquer mon assassinat. Ils ont donc été accusés de m'avoir tué. Je veux que vous avanciez 2 par 2 jusqu'en haut. Il faut absolument que nous retrouvions cet homme. D'accord? Alors allez-y au travail, que Dieu soit avec vous. Malgré les grandes battues organisées par les forces de l'ordre, personne ne retrouve Travis Walton. C'est comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. La police ne croit pas du tout à cette histoire d'enlèvement racontée par les collègues de Travis. Accusés de meurtre, ils finissent par accepter de passer au détecteur de mensonges. Est-ce qu'une lumière bleue et verte a enveloppé Travis Walton? Ouais, il y avait un faisceau lumineux qui était en plein sur lui. Est-ce que vous pensez que Travis a été tué par ce faisceau? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je l'ai pas tué. Qu'est-ce que vous en dites? Eh, c'est clair, les graphiques ne mentent pas, autant que je sache. Si vous voulez mon avis, ils disent tous la vérité. 5 jours après sa disparition, Travis Walton réapparaît enfin pendant la nuit dans une station-service. Apparemment en état de choc et complètement déshydraté. Il explique qu'à bord de l'OVNI, des créatures de petite taille chauves avec de grands yeux noirs se sont livrées à des examens médicaux sur sa personne. À l'époque des faits supposés, il en a gardé un souvenir traumatisant. Aujourd'hui, il porte un regard différent sur son enlèvement. J'avais disparu. Je pense que j'étais inconscient, peut-être mort pendant tout ce temps. Ça leur a pris du temps pour me guérir les blessures causées par l'OVNI. Travis Walton, il raconte qu'en fait, pour lui, il y a eu un espèce de souci technique avec cet objet. Il s'est retrouvé en dessous, il n'aurait pas dû être là. Et il a été blessé par l'engin. Et en fait, il raconte que ces êtres, ils l'auraient pris dans leur vaisseau pour le guérir, pour lui sauver la vie. Et après, il a été, on l'a retrouvé 5 jours plus tard, amaigri et déshydraté, à plusieurs de kilomètres du lieu où il avait disparu. We accepted the term abduction, but
On parle d'ovnis qui kidnappent. Mais dans mon cas, on devrait plutôt parler d'ambulance qui m'a secouru. Ils m'ont emmené à bord pour me guérir du rayon qui m'avait blessé. Ça fait 44 ans que ça s'est passé. J'ai donné des centaines d'interviews, des conférences pour dire ce qui s'était passé. Et je veux continuer. C'est important que les gens sachent que c'est un phénomène réel. Et je dois expliquer au public que les extraterrestres n'ont pas de mauvaises intentions. Je ne le crois pas. Je pense que ce qui m'est arrivé, c'était un accident. Ils essayaient de me guérir. Après, comme tous les cas, la plupart des cas d'OVNI ou encore plus d'abductions ou de rencontres rapprochées, il y a eu des controverses. Dominique Filol, réalisateur du documentaire OVNI Affaire d'État. On lui a reproché de vendre des livres, de faire de l'argent avec ça. Mais on va dire que monnayer ces témoignages aux États-Unis, ça fait partie de leur culture aussi. Donc on pourrait y voir quelqu'un qui a envie de se faire de l'argent par rapport à ce qu'il a vécu. Mais quand vous savez que le moindre témoignage dans un documentaire aux États-Unis se monnaie, ça fait partie de leur culture. Donc est-ce qu'on doit l'accuser d'avoir voulu monnayer à un moment son témoignage? Je ne sais pas. Voilà, il faut pas... C'est toujours, je vous dis, hein, le sujet des abductions est très délicat. Apparemment, on n'a pas retrouvé non plus de traces de cet objet suite à son abduction, pas de traces de radioactivité, rien de tout ça. Donc, il faut prendre des pincettes, il faut être le plus rigoureux possible, mais il faut aussi écouter les témoins parce que ils ont peut-être véritablement vécu quelque chose et parfois pour eux, c'est un événement tellement fort qu'ils ne peuvent pas l'oublier comme ça. Les controverses qui entourent le cas de Travis Walton nous empêchent de le considérer comme un fait réel, même si au bout de 44 ans, ni Travis ni aucun des témoins de son enlèvement ne sont jamais revenus sur leur déclaration. Il faut noter qu'à partir des années 80, les cas d'abduction, surtout aux États-Unis, vont se multiplier de manière exponentielle. On assiste, si on en croit les spécialistes, à une véritable épidémie d'enlèvements extraterrestres. Les cas d'abduction se compteraient par milliers. Impossible qu'autant de témoins affabulent. Par contre, on ne peut s'empêcher de remarquer des similitudes frappantes entre ces abductions et nos légendes, nos mythes, nos anciennes histoires de fées et de sorcières. Le cas Egdon, il est très spécial. D'ailleurs, à vrai dire, les cas intéressants sont tous très particuliers. Marie-Thérèse de Brosse, grand reporter, spécialiste des abductions. J'aime particulièrement Egdon parce qu'il s'incarne dans la grande tradition des récits qu'on peut faire même remonter au Moyen-Âge et même aux traditions beaucoup plus anciennes, de rencontres avec des êtres étranges. Carl Egdon, c'est octobre 74. Egdon est un chasseur. Il gare sa voiture au bord d'une forêt où il va chasser l'élan. Il sort avec son fusil de chasse, c'est la moindre des choses pour un chasseur. Et
il voit un superbe élan, et au moment où il va épauler son fusil pour l'abattre, il voit apparaître une créature totalement bizarre. Alors cette créature a des espèces de tubes comme bras. Il a également un tube qui lui sert de tête, surmonté par soit des cordes ou des antennes. Et il s'adresse à Higdon qui est stupéfait. Ça va bien, etc. Et il lui tend une boîte de pilules. Et lui disant, mange. Exactement Alice au Pays des Merveilles. Vous vous souvenez, quand elle doit boire le liquide qui va la faire grandir ou rapetisser, etc. Et Higdon, bon garçon, avale la pilule. Un ovni apparaît. Et l'entité l'invite à monter dedans. Et Higdon est tout à fait fasciné. Et voilà qu'il part pour un voyage interplanétaire et l'OVNI arrive au-dessus d'une ville de science-fiction qu'il décrit comme étant d'une beauté extraordinaire, tout en vert, etc. Et dans l'OVNI, quand on veut lui faire subir la cérémonie habituelle de l'examen génital, disons encore, les entités ont l'air furieuses et ils décrètent que Higdon ne fait pas l'affaire et qu'on va le renvoyer sur Terre. Et à ce moment-là, une trappe s'ouvre et tchouf, il est largué par terre. Carl Higdon finira par être récupéré par des sauveteurs. On l'emmène complètement délirant à l'hôpital. On lui fait passer des examens et la surprise, l'abducté semble guéri de tous ses problèmes de santé chronique. Higdon touchait une pension d'invalidité pour son problème de tuberculose. Et on avait les anciennes radios de ses poumons qui montraient qu'il n'avait qu'un seul poumon sain, l'autre était très abîmé, et qu'à sa sortie de l'hôpital, il avait 2 poumons comme neufs. C'est un cas qui semble délibérément ostentatoire. Il y a un tel luxe de détails complètement dingos quand vous n'êtes pas dans le dossier, vous rencontrez vous étudiez ces histoires. C'est un peu à dormir debout, on se croit dans les contes du Moyen-Âge, vous comprenez. Moi, je ne crois absolument pas à l'explication au premier degré. Marie-Thérèse de Brosse. Je ne crois absolument pas que des extraterrestres viennent ici pour nous menacer, pour nous enlever, pour nous remplacer. Par contre, ce que je crois, c'est pas du tout aux extraterrestres. Je crois à une forme d'intelligence non humaine qui interagit avec nous et qui interagit par ce truchement-là. Je crois qu'il y a tout un côté leurre. Il y a une monstration pour nous raconter des histoires, pour nous faire adhérer. La chose que je trouve la plus importante dans le domaine des enlèvements, ce sont les modifications dont font état le témoin. Mais il y a une dimension à nouveau spirituelle. Dominique Filol, réalisateur du documentaire OVNI Affaire d'État. C'est-à-dire que pas mal de personnes qui ont vécu ces phénomènes d'abduction sont revenues avec quelque chose en plus, avec parfois une capacité de faire des rêves prémonitoires, par exemple. Certains se sont rendus compte qu'ils avaient une connexion avec la nature, qu'ils pouvaient même rentrer en communication
avec des animaux. Je sais, ça paraît dingue, mais c'est ce qu'ils rapportent. Et ça, je trouve que c'est vraiment un pan intéressant du phénomène des abductions et qu'il faut vraiment pas mettre de côté. Je vous assure, les abductés de grande pointure, c'est absolument passionnant. C'est une autre dimension de la vie. Hein. C'est pas du tout des mythomanes. Pour moi, le phénomène de l'enlèvement est un phénomène d'ouverture de conscience. Et je précise que pour moi, ce ne sont pas du tout des rapports avec des extraterrestres, ce sont des rapports avec une forme d'intelligence non humaine qui nous parle, qui nous fait évoluer. Et c'est particulièrement utile à notre époque où la planète va si mal. Les abductions sont devenues une section à part en ufologie, étrange et complexe. Phénomènes réels mais trompeurs, problèmes psychiatriques en masse, ou plutôt résurgence de contes anciens dans un monde moderne sans magie. Toutes les théories sont ouvertes et aucune n'est satisfaisante à 100%, comme à chaque fois dans le phénomène OVNI. Qu'est-ce qui prouve que ça s'est réellement passé? Et si jamais tout ça n'était qu'une hallucination? Dans le prochain épisode, l'accident de Roswell. Oui ou non, une soucoupe volante s'est-elle écrasée dans le désert du Nouveau-Mexique en 1947 ? Et oui ou non, a-t-on récupéré des cadavres d'aliens pour les autopsier ? Mais il faut absolument qu'on aborde... C'est vrai qu'on n'a pas abordé la question primordiale de Roswell. Ah, voilà. Enfin, pour moi, Roswell, c'est le... je sais pas comment dire, c'est la crème de la crème, j'adore. Tous les épisodes de la série consacrée à l'histoire des ovnis sont disponibles sur Ovio ou téléchargeables sur la page podcast du site lapremière.be.